Dans cette discussion entre François Peyote et Bernard de Montréal, ils abordent la question de la nature multidimensionnelle de l'homme. François Peyote soulève le problème de la confusion qui règne autour de la question « Qui suis-je ?», ainsi que de la difficulté à comprendre les différentes classifications de l'homme proposées par les religions ou les systèmes hindous. Bernard de Montréal explique que les questions philosophiques sur la nature de l'homme restent des questions philosophiques, et que la conscience de soi que l'homme cherche à développer est une conscience qui est philosophique. Cependant, il affirme que la conscience n'est pas un état mental ou philosophique, mais plutôt le mouvement d'une énergie à travers les principes de l'homme. Il remet en question la nécessité de philosopher sur la réalité de l'homme pour être réel, et affirme que cela relève de l'illusion mentale, psychologique et spirituelle de l'homme ancien. Selon lui, la conscience du nouvel homme en évolution ne sera pas forcé de questionner l'origine, la nature ou l'organisation systémique de l'homme. Il critique également l'idée de vouloir établir une échelle comparative des principes de l'homme ou de chercher des catégories existentielles. Il compare l'homme à une plante qui est intégrale et ne se pose pas de questions sur sa structure interne. En conclusion, Bernard de Montréal affirme que l'homme du futur ne sera plus capable de penser aux questions philosophiques de l'homme ancien, car sa conscience sera supramentale, paranormale et universelle, et sera elle-même l'activité créative d'une énergie à travers ses centres. Selon ce texte, l'homme fonctionne toujours à l'intérieur de sa propre mentalité et ne peut pas fonctionner en dehors de celle-ci. Par conséquent, il ne peut pas atteindre directement une conscience qui est en lien direct avec ses principes et sa réalité humaine. L'homme doit vivre sa conscience sur le plan matériel et ne pas s'attarder sur des réflexions philosophiques sur sa nature ou sa conscience. Il doit intégrer l'énergie avec ses principes et ainsi passer à une nouvelle phase de conscience. Toutes les doctrines philosophiques et ésotériques seront renversées car l'homme n'aura plus besoin de ces concepts pour vivre une conscience intégrale. L'homme doit vivre sa propre expérience plutôt que de lire ou de chercher la même expérience vécue par d'autres. L'évolution de l'homme aujourd'hui est différente de celle de l'homme ancien. Et il n'y aura pas de maître pour enseigner aux hommes comment expérimenter leur conscience interne dans le futur. Dans cette discussion sur la conscience et l'évolution humaine, il est expliqué que l'homme va progresser vers une autre forme de conscience et ne sera plus conditionné par ses anciennes pensées et relations égoïques. Dans cette nouvelle évolution, l'homme aura la capacité d'évaluer les pensées qui lui viennent et de les mettre de côté, sans que cela n'affecte sa nature. T partage son expérience personnelle d'une fusion qui l'a fait perdre sa faculté inférieure de pensée subjective et souligne que les repères sur le chemin de l'homme en évolution lui seront donnés par des individus qui ne font pas partie de l'ancienne évolution. Il est précisé que même si des conditions antérieures étaient positives sur le plan spirituel, l'homme en fusion doit les dépasser et vivre uniquement de l'énergie en lui, se libérant des illusions concernant les plans invisibles. Il est également souligné que les conceptions des anciens sur la nature de l'homme ne représentent pas nécessairement la réalité de l'homme nouveau en évolution. Cependant, il est reconnu qu'il peut être utile de se référer à des termes et des catégories pour mieux comprendre et communiquer sur ces sujets. Dans ce texte, l'auteur souligne l'importance de l'énergie préalable pour aller au-delà de la simple constatation des faits et pour nourrir la créativité de l'intelligence. Il spécifie que son interlocuteur n'est pas un philosophe et que son esprit possède une dimension créative qui lui permet de fusionner les connaissances anciennes avec les nouvelles. Il soutient que les mots que nous utilisons ne sont que des formes et que nous devons aller au-delà de ces formes pour accéder à une véritable compréhension des plans mentaux et causaux. Il explique comment l'accès au plan causal est entravé par la pensée matérielle et sensorielle, qui bloque la capacité de l'homme à se connecter à cette énergie et à obtenir les informations nécessaires pour le comprendre. Il remet en question la recherche de soi-même, affirmant qu'il n'est pas nécessaire pour l'homme de se connaître lui-même, mais plutôt de vivre une relation directe avec l'énergie absolue qui soutient les différents plans de conscience. L'auteur affirme enfin que la question philosophique traditionnelle de « Qui suis-je ?», provient d'une imposition extérieure et n'a plus de pertinence dans sa réalité actuelle. L'homme doit s'occuper de sa propre évolution lorsque son mental cesse de s'interroger. Cette absence d'interrogation est une réalisation instantanée de sa présence sur tous les plans et marque une nouvelle évolution. Les questions auxquelles l'homme a été confronté étaient encouragées par des intelligences extérieures qui l'influençaient subtilement. Mais l'homme de demain, dans sa nouvelle évolution, ne sera plus encombré par ces questions existentielles. Shakespeare a posé la question fondamentale être ou ne pas être, mais pour un homme conscient, cette question n'a aucune importance car il est déjà. Les questions ne viennent pas de l'homme lui-même, mais sont implantées dans son mental. Un homme conscient n'a pas besoin de poser de questions,
il parle et répondra aux questions des autres hommes par la parole. L'homme qui vit actuellement une conscience primitive est fasciné par les mots tels que esprit ou astral, mais il doit se libérer de cette fascination et réaliser que cela est dû à son manque de connexion avec son énergie intérieure. En étant pleinement dans son énergie, l'homme ne sera plus fasciné par quoi que ce soit. Dans cet échange, Bertrand de Montréal affirme que l'homme doit se détacher de la fascination pour la vie et pour les concepts intellectuels. Il explique que la fascination pour l'infini est naturelle car l'homme ne peut pas comprendre l'infini, mais s'il connaissait l'infini, il n'aurait plus de questions fascinantes. Il souligne également que les concepts font partie de l'involution, tandis que l'énergie de l'intelligence fait partie de l'évolution. Il ajoute que chaque être humain possède une intelligence intuitive vibratoire qui lui permet d'accéder à la conscience, indépendamment des concepts. Il rejette l'idée d'expliquer les concepts car il estime que cela ne mène pas à une conscience supérieure. Il met en garde contre le danger d'épouser ses propres concepts ou explications, car cela ne fait que créer une autre philosophie. Il souhaite amener les individus à réaliser qu'ils n'ont pas besoin de cela et qu'ils peuvent atteindre la vibration et la conscience sans s'y attacher. Selon le narrateur, il a récemment ouvert un livre qu'il considère comme un grand livre dans le monde mais qu'il a fini par refermer avec un sentiment de nausée. Il affirme que ce n'est pas parce que ce livre n'est pas bon, mais plutôt parce qu'il est au-delà de la forme conceptuelle et qu'il voit à travers elle. Il partage alors son opinion sur ce livre en le recommandant pour ceux qui sont encore dans une phase de recherche socratique, mais affirme qu'une fois qu'ils seront dans une vibration et une intelligence interne plus élevée, ils seront obligés de le refermer. Il ajoute ensuite que l'évolution de l'homme le mènera à un certain niveau où il n'aura plus besoin de ces concepts. Il explique que la conscience supramentale fait partie du mystère de l'homme et que celle-ci lui révélera des aspects de la réalité qui étaient inimaginables auparavant sur le plan conceptuel. Il mentionne également que la découverte de ces phénomènes conduira l'homme à une vision à la fois multiple et unitaire, mais il met en garde contre la vision unitaire des choses. Selon lui, l'homme supramental n'est pas intéressé à unifier le cosmos, car il est présent sur un plan mais aussi sur 7 plans à la fois. Il explique que cet homme conscient aura une vue multiple qui lui permettra de comprendre les relations entre toutes les choses. En maintenant l'aspect figuratif de leur conjonction temporelle à l'intérieur des plans où elles se trouvent. Le narrateur explique que dans le passé, l'homme cherchait à unifier les choses en raison de son état spirituel. Il mentionne que la drogue était un moyen de rechercher cette unification. Selon lui, l'homme cherche à unifier les choses parce qu'il n'est pas un lui-même. S'il était un, il chercherait plutôt à comprendre et à observer les interrelations entre les choses, afin de participer de manière plus dynamique à la construction de mondes en relation les uns avec les autres. Enfin, il souligne que l'homme nouveau sera intégré et unifié, et cherchera donc à vivre cette expansion plutôt qu'à unifier les choses. Dans cette discussion, l'auteur affirme que dans l'évolution future, la conscience de l'homme sera différente de celle de l'homme ancien. L'homme ancien cherchait à unifier, alors que le nouvel homme de l'évolution bénéficiera de la multiplicité des choses et cherchera des clés à la légende de la science dans la construction interne de tous ces aspects. Il pourra ainsi construire une science cosmique et bénéficier des 7 plans de la création. L'idée de la vision unitaire est une tentative de l'ego de se sécuriser, de mettre de l'ordre et de catégoriser les concepts. Cependant, cela ne fait que limiter la pensée. Il est nécessaire d'atteindre un seuil de saturation ou d'explosion pour dépasser cette vision unitaire et accéder à une conscience universelle, capable de s'adapter à tous les concepts sans chercher à les changer. Chaque concept a une fonction vibratoire adaptée à un niveau d'évolution, et il faut être capable de regarder toutes les philosophies et doctrines et de jouer avec ces concepts pour les utiliser de manière créative. Il s'agit d'une intelligence créative qui permet d'utiliser les concepts selon les besoins de chaque individu. Ainsi, la connaissance ne peut pas être unifiée dans le monde, mais il est important de se concentrer sur la conscience en fonction de l'énergie à travers le mental. La connaissance unifiée ne sera jamais possible et ne doit pas être un objectif en soi. La connaissance a pour fonction de séparer les catégories et les multiplicités afin de permettre l'évolution de chaque individu selon sa nature et sa personnalité. Chaque race et chaque type d'individu a besoin de concepts spécifiques pour évoluer. Cependant, une fois que l'homme a dépassé ce stade et qu'il est en fusion et en intégration, il peut utiliser tous les concepts et aller sur tous les plans pour servir à l'évolution de l'humanité. L'objectif n'est pas d'unifier la connaissance, mais d'universaliser l'intelligence. La connaissance est un mode d'expression de l'énergie à travers le mental pour le bénéfice émotionnel de l'homme inconscient.
Un homme conscient n'est pas intéressé par la connaissance car il n'a plus de faculté réflexive. Il a simplement la capacité de manifester l'énergie de l'intelligence et de donner des instructions pour comprendre le fonctionnement psychique, mental, émotif, vital, physique, astral, causal, etc. de l'homme. L'énergie de l'intelligence est infinie tandis que les concepts sont relatifs, c'est pourquoi l'homme conscient cherche à détruire les concepts après son intégration pour arriver à l'absolu. La difficulté réside dans la communication entre une perception absolue et une perception relative et fragmentaire. L'intérêt de l'homme conscient n'est pas de comprendre ce qu'est l'absolu car il fait partie de l'absolu lui-même. La conscience fait partie de l'absolu et il n'y a pas de séparation entre conscience et énergie chez l'homme conscient. Cependant, la recherche de l'homme conscient peut être à la fois fatigante et intéressante pour lui car cela le maintient en mouvement. Dans cet extrait d'une conversation, il est question de l'intérêt de fonctionner sans poser de questions ni chercher de réponses. L'entité répond que son intérêt n'est pas dans les questions, mais dans le fait de parler et de donner des réponses aux autres. Elle affirme ne pas souffrir de poser ou de répondre à des questions, car elle est détachée de ce processus. Cependant, elle reconnaît que pour être crédible, il faut être capable d'expliquer les questions et donner des réponses. Elle affirme avoir du crédit car elle est capable de répondre, bien qu'elle ne soit pas réellement impliquée dans les questions. Elle explique que sa liberté vient du fait qu'elle est capable de répondre à ce qu'elle ne cherche pas à comprendre mais qu'elle comprend malgré tout en étant hors de la forme de la question. L'homme, quant à lui, cherche souvent un sens ou une clé à la fin de sa quête, mais en réalité, il aboutit souvent à un vide. L'entité explique que l'homme a peur du vide, car il lui a toujours été dit qu'il y avait quelque chose au bout de la route, sans préciser quoi. L'homme est attaché à l'idée d'obtenir quelque chose de tangible ou solide pour son ego, alors qu'en réalité, ce qu'il obtient est tangible pour son esprit mais pas pour son ego. La discussion aborde également la notion de couper les liens avec les dieux, ce qui signifie couper les liens avec toutes les formes de pensée qui donnent à l'ego un sentiment de sécurité et de certitude quant à la bonne voie à suivre. La question de pourquoi l'homme se sent parfois abandonné est également soulevée, et il est expliqué que même le Christ a connu cette sensation. Il est souligné que si cette sensation d'abandon n'avait pas été vécue, il n'aurait pas été possible de passer à un autre plan de conscience. La vie est un mouvement infini et incroyable d'énergie canalisée par des intelligences sur différents plans. L'homme doit mettre de côté ses concepts et ses idées préconçues pour réaliser cela. La descente de la conscience supramentale sur Terre dépend de la volonté et de l'intelligence de l'homme. La lucidité de l'homme vient de l'expérience dans le temps et la découverte que ses pensées et idées sont influencées par des intelligences travaillant pour l'involution. Tous les systèmes dans le monde invisible sont interconnectés et soutiennent leur propre évolution. L'homme qui réalise cela devient un maître de la vie et acquiert le pouvoir sur la matière. La liberté consiste à intégrer la volonté et l'intelligence lucide dans la matière pour le bénéfice de l'homme et de l'évolution. Le libre arbitre est une illusion de l'ancienneté, tandis que la liberté englobe le libre arbitre.